Bonjour à tous, il me tardait de commencer cette première partie pour vous partager cette analyse qui découle de la lecture, de l'observation et de l'échange et qui, depuis plus d'un an, ne cesse d'accélérer ma compréhension du monde et de ce que nous sommes. Dans l'introduction, je vous faisais part d'un lien qui établissait clairement les pratiques pédosataniques avec les 3 grandes juridictions de cette planète. Je n'ai pas envie de tourner autour du pot et je préfère garder ces quelques lignes pour ce sujet important que je pense peu connu, car aucune de mes lectures sur ces 2 dossiers n'énonce ce que je vais vous dire, encore moins aussi précisément. Pour commencer, je vous fais une courte analyse sur la méthode et la chronologie des points clés du MKUltra, et si tout comme moi, vous avez bien compris le système juridique, vous verrez tout de suite, sans aide de ma part, que c'est frappant de ressemblance. Pour rendre l'esprit esclave et obéissant au niveau individuel, le MK opère une méthodologie bien connue, consistant dès le plus jeune âge à dissocier l'esprit et la mémoire du sujet par le traumatisme, la terreur et la torture. En effet, le cerveau, par un processus de défense lors de traumas physiques ou mentaux, fragmente l'esprit et sa mémoire pour se prémunir des séquelles psychiques et parfois physiques qu'engendrerait le souvenir d'un tel choc. Pendant cette dissociation, il est possible d'introduire, par la répétition, par la déformation du sens des mots et des symboles, de multiples personnalités ayant chacune leur caractère, voire même leur propre pathologie, à tel point que les sujets ne sont pas conscients lorsqu'ils passent d'une personnalité à une autre. Ils ont donc des troubles graves de l'identité, avec souvent des amnésies totales, comme s'ils avaient oublié qui ils étaient réellement. Voilà donc la chronologie de ce processus, dont des sous-parties peuvent être ajoutées. Cependant, nous nous contenterons des traits principaux pour le comparatif. Je récapitule donc ces points clés dans leur chronologie. Dès le plus jeune âge, dissociation par le trauma et la torture, insertion de multiples personnalités, l'ignorance de ce qui se passe réellement, l'oubli de lui-même par l'amnésie, dans le but de rendre esclave. Vous voyez mieux le tableau ? Il est vrai qu'à première vue, pour le néophyte, le domaine légal semble sans aucun rapport ni de près ni de loin avec le contrôle de l'esprit tel que présenté sur le net et dans les très nombreux ouvrages et témoignages dont il est rempli. Pourtant, je vais vous démontrer qu'il reprend tous ces points clés, surtout dans cette même chronologie, et c'est sur cet axe précis que se base l'objet de cette série. Voyons maintenant de plus près comment tout cela s'articule et jusqu'où va cette ressemblance, et si, comme moi, vous verrez qu'il est peu probable que cette imitation soit involontaire. Dans le domaine légal, la naissance est un moment clé puisque les premiers documents légaux sont dressés quelques heures après la mise au monde du bébé. Je parle de la déclaration de naissance. Cette déclaration publique est matérialisée par la signature et le consentement des 2 parents et celle de l'officier d'état civil faisant naître une version abstraite et désincarnée du nourrisson, la personnalité juridique. Cette personnalité a le même nom et le même prénom que l'enfant, mais est inanimée et sans âme. La naissance de cette personne fictive est aussi le moment où une valeur monétaire est attribuée à l'enfant, une valeur calculée à partir de l'énergie du futur bébé, qui plus tard alimentera cette personne juridique tout au long de sa vie par la consommation et sa capacité énergétique à créer et rembourser une dette. Cette valeur mobilière sera utilisée par l'État comme nantissement, comme garantie pour les emprunts gigantesques du pays, la dette publique. C'est loin d'être le seul détail important du moment de cette naissance, car comme vous l'avez vu, il est question d'argent et donc de commerce. Voilà comment nous passons du droit de la terre, droit civil, Washington DC, au droit de la mer, droit du commerce et la City de Londres. Nous passons d'une déclaration publique à finalement un contrat privé. Or, dans le droit maritime, où la couronne de la juridiction de la mer et les lois de l'amirauté s'exerçant partout où il y a des mers, lorsque nous commerçons, nous devenons des navires, des corporations, et ces navires sans drapeau ont une cargaison, de la marchandise, l'enfant à naître, une ressource humaine donc. La marchandise est alors déclarée égarée en mer dès la manifestation du bateau et légalement morte 7 ans plus tard, comme le régit le droit maritime pour les disparitions. L'enfant humain qui naît est une marchandise déclarée disparue en mer dès ses premiers instants de vie. Je sais qu'il n'est pas évident de faire les liens directs avec tout ceci, mais nous y reviendrons plus tard et je ferai un gros travail pour sourcer mes dires, vous invitant à bien étudier ce moment de la naissance car il est capital pour la suite. Nous venons donc de voir que l'État nous crée une autre personnalité, et même plusieurs, personnes physiques, personnes civiles,
Et d'autres identités pourront donc apparaître dans le futur, comme les noms d'artistes et les chanteurs. Tiens. Pour appuyer mon analyse, il me fallait trouver un trauma et de la torture pour calquer au plus près la méthodologie MK et générer cette fameuse dissociation, aussi appelée état de sidération. Ce trauma est tout simplement l'accouchement du bébé, un trauma dont il n'aura aucun souvenir. La torture, elle, tout comme l'esclavage, peut avoir toutes sortes de formes, c'est ce que dit le droit. Ainsi, plus tard et par la répétition, l'humain sera torturé de différentes manières. Le travail, dont l'étymologie est instrument de torture, par la frustration et toutes les contradictions internes que génère la société dans l'esprit des gens en fabriquant des concepts totalement désaccordés avec l'essence humaine, modifiant significativement leur perception de la réalité. La répétition des mots et des symboles tiennent une place importante dans le processus du MK. Nous allons voir qu'il en est de même dans le domaine légal, de façon plus subtile bien sûr, car il serait impossible d'appliquer le MK Ultra à toute une population. Tout d'abord, la nouvelle personnalité désincarnée créée par l'État sera utilisée par les parents pour tous les documents légaux, et ensuite par l'enfant dès son entrée à l'école maternelle, soit entre 3 et 7 ans. Ainsi, pour le tout jeune enfant, ses premiers mots écrits seront son nom et son prénom, en lettres capitales, répétés chaque jour tout au long de sa scolarité. Cette écriture en lettres capitales n'est pas anodine, car c'est cette même typologie que vous retrouvez sur votre carte d'identité et sur tous vos documents administratifs. Cette typologie n'est pas celle d'un nom propre, comme le veulent les règles de la grammaire française, mais bien celle de la personne sans âme créée à la venue du petit être vivant dans la plus grande opacité. Après quelques lectures sur cette forme d'écriture, nous savons maintenant que le diminutio capitis maxima est en fait une glose, un langage étranger qui ressemble à du français, mais qui en fait est une succession de sigles, de symboles dont la compréhension nous est impossible. Nous avons donc une répétition constante de symboles rappelant la naissance de cette identité, l'instant du trauma oublié par l'enfant, croyant être cette abstraction sans âme. De plus, toujours avec le souci de coller au scénario MK, vous apprendrez que le langage juridique est un langage trompeur, ayant son propre dictionnaire, car il utilise les mots courants dans des définitions différentes et parfois surréalistes. L'enfant écrit alors ce qui lui semble être lui, mais ignore totalement que c'est une fiction, une abstraction, dont l'écriture répétée inlassablement masque une signification cachée, une signification liée à l'argent, liée à la sûreté, dont je vous invite à lire la définition légale. Il y a beaucoup de liens que je ne développerai pas maintenant pour ne pas nuire à la compréhension de cette logique, mais j'essaierai d'en développer d'autres dans une vidéo complémentaire à cette série. Nous commençons donc à mieux entrevoir les contours de cette pratique abjecte et leurs implications dans notre quotidien, car la loi régit tous les aspects de notre vie, sans même que nous nous en rendions compte. Ce sera donc l'objet de la prochaine vidéo. Nous verrons comment l'ignorance de ce qu'il se passe et la perte de mémoire de qui nous sommes réellement perpétue ce schéma aliénant et dissonant, n'ayant pour unique but de nous rendre esclaves de nos personnalités, esclaves de nous-mêmes. Je n'ai pas pris l'habitude de vous solliciter quant à mon travail, mais si cette série vous semble pertinente et libératrice, alors partagez-la et diffusez-la au plus grand nombre et participons tous ensemble à faire éclater la vérité, car, comme disent certains, il est l'heure de se réveiller. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Prémunissez-vous et pardonnez aux autres comme le Seigneur vous a pardonné. À bientôt.